Bonjour à tous, en direct de Tech Fest, troisième édition pour Tech Fest TV 2026. Et on a le plaisir d'accueillir Luc Julia, qui était il y a quelques minutes sur la scène principale. Luc Julia, auteur de pas mal de livres. Et à chaque fois, il enfonce le clou sur l'IA générative. Le dernier ouvrage étant l'IA générative, pas créative, voilà, avec un sous-titre « L'intelligence artificielle n'existe toujours pas ». Alors pourquoi elle n'existe toujours pas, en fait, Luc? L'intelligence artificielle qui n'existe pas, c'est celle de Hollywood. C'est celle des films, celle de Terminator, qui fait peur, qui va tous nous tuer. Ou c'est celle qu'on voit dans Her, l'intelligence artificielle dont on tombe amoureux, ça ne sert à rien. D'accord? Donc malheureusement, c'est celle qu'on fantasme. C'est l'intelligence artificielle qu'on nous fait croire qu'il existe. D'accord? Et celle-là, elle n'existe pas. C'est pour ça que j'aime pas en fait garder l'intelligence artificielle au singulier, que je la mets au pluriel. Et je parle des intelligences artificielles parce qu'elles sont multiples et variées. Et je préfère parler, si je parle au singulier, je vais parler d'une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle il y a plein d'outils différents, aussi différents que le marteau, le vis, le tournevis ou la scie. Et donc ça, c'est des intelligences artificielles pratiques, utiles par définition même de l'outil, qui vont être très bonnes dans les domaines particuliers pour lesquels on les fabrique. Donc ça, c'est des intelligences artificielles, et ça, on peut en parler. Le problème du mot intelligence, c'est que ça nous fait quand même un petit peu fantasmer. Donc depuis les 30-40 dernières années, on parle plus de machine learning, deep learning, des choses comme ça. Et le machine learning, c'est plus ce que ça veut dire, en fait. C'est vraiment ça. On apprend aux machines, on crée des modèles pour que les machines nous ressortent ce qu'il y a dans les modèles. Et c'est plutôt ça, les intelligences artificielles aujourd'hui. D'accord? C'est les intelligences artificielles statistiques, qu'on appelle statistiques depuis 40 ans. Et le machine learning, le deep learning et aujourd'hui les IA génératives sont de ce même acabit. On a IA générative, on a repris le terme IA. Bon, ok. Mais au moins on a appelé ça IA générative et on n'a pas fait l'erreur de dire IA créative. Mais il y a certaines personnes, quand on les entend, qui disent l'IA a créé ça. Non, l'IA n'a rien créé du tout. C'est moi, en utilisant l'outil, qui vais créer avec l'assistance de l'IA, et l'IA va générer ce que je vais lui demander. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention un peu aux mots. On s'est trompé avec intelligence déjà, il faut un peu oublier ça, mais il ne faut pas se tromper avec créative et générative. L'IA ne crée rien, l'IA n'invente rien. L'IA est basée, ces IA sont basées sur des modèles, et par définition, les modèles en copient ce qu'il y a dans le modèle. D'accord? C'est des modèles statistiques, en fait. C'est des modèles statistiques dont ça ressort ce qu'il y a dans le modèle. Donc il faut respirer un peu, se calmer et comprendre que ces IA sont très utiles dans les domaines particuliers pour lesquels elles sont faites. Et plus elles sont spécialisées, plus elles sont bonnes. Donc il ne faut pas jeter les IA en disant ça ne sert à rien. Ça sert à quelque chose quand elles sont spécialisées. Par contre, quand elles sont trop génériques, elles sont un peu comme un couteau suisse. Ça ne sert strictement à rien. C'est joli, c'est rigolo, il y a plein d'outils dedans, mais je ne vais pas pouvoir monter un meuble avec le machin. D'accord? Ça ne sert à rien. Les IA génériques, c'est un peu ça, ça sert à rien, d'accord? Il faut les spécialiser pour commencer à avoir des IA qui servent à quelque chose. Alors vous aimez bien le terme augmenter, en fait, par rapport à ça. Ouais. Pourquoi Ce que j'aime bien, en fait, c'est expliquer que ces IA, c'est donc que des outils. Et cet outil, dans le domaine particulier pour lequel je vais l'utiliser, cet outil va m'augmenter. Il va me permettre d'être meilleur dans ce que je fais. Peut-être plus rapide ou peut-être faire quelque chose de mieux. Et c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que moi, j'appelle IA intelligence augmentée. C'est mon intelligence qui est augmentée avec cet outil. D'accord? Si je n'utilise pas l'outil, je suis intelligent, mais je suis encore plus intelligent si j'utilise l'outil. Tu sais, il y a quelque chose qu'on oublie, en fait, c'est que ces IA, ces outils, on en a en fait depuis la nuit des temps. C'est pas depuis 70 ans qu'on a inventé le terme intelligence artificielle, qu'on a des IA. En fait, on a des IA depuis bien avant ça, qui nous augmentent pour des tâches particulières. Moi, j'aime bien parler de Pascal. Pascal, philosophe, mathématicien français. Pascaline. La Pascaline. La Pascaline, première machine à calculer qui nous permettait de faire des additions et des soustractions. Est-ce que c'est compliqué de faire des additions et des soustractions? Non. Est-ce que je peux le faire? Oui. Mais si j'ai des additions et des soustractions à 4 chiffres, tu vois, des trucs un peu compliqués, 1349 plus 778, bon, je peux le faire. Mais comme ça, de tête, là, je vais prendre un peu de temps. La Pascaline, 4 secondes pour le faire. Et c'est juste. D'accord? Donc c'est un outil qui m'augmente quelque part pour faire cette tâche que je sais faire, mais qui est un peu fastidieuse. Donc ces IA m'aident à faire ces machins-là, et puis moi ça me permet de concentrer sur quelque chose que les IA ne savent pas encore faire.
C'est l'histoire humaine, parce qu'en fait, Exactement. les outils servent à augmenter l'humain Voilà. et voilà, Et de la depuis roue à... le début, et si j'avais été chinois, je t'aurais dit que le boulier était une augmentation aussi de l'humain pour les calculs, etc., etc. Il y avait l'augmentation physique, on a fait des robots, on a fait des choses comme ça, on a fait des outils, donc plus le marteau et tout ça. Et aujourd'hui, on fait des outils qui font des tâches qui ont l'air intellectuelles. Et ben, c'est ce qu'on appelle donc les intelligences artificielles. Alors, au-delà de ce grand public, de cette apparition de ChatGPT, qui est un outil effectivement grand public, et cette révélation de facilitation de l'outil qui a permis, par une simple interface complètement d'apparence neutre et ainsi de suite, à quoi ça sert en fait l'IA? En quoi c'est utile? Voilà, est-ce que vous avez des exemples à donner? Alors, quand on est dans le domaine de ChatGPT qu'on utilise, parce que je disais, bon, c'est une évolution, c'est quelque chose qui est basé sur ce qui s'est passé dans les 40 dernières années, mais c'est vrai que c'est une révolution d'usage, parce que ça permet à n'importe qui d'utiliser le machin grâce au prompt. On peut parler maintenant aux IA en langage naturel, on n'a plus besoin d'être un spécialiste. Et donc d'ailleurs, on ne s'en prive pas. Tout le monde fait n'importe quoi avec ces IA. Mais on s'aperçoit qu'il y a des cas d'usage qui commencent à émerger. Et ces cas d'usage sont intéressants. Ils sont en général très très ciblés. C'est des trucs très particuliers. Donc par exemple, quand on était chez Renault, on a mis entre les mains des designers des IA. Au début, ils avaient très peur, les designers, parce que c'est des créatifs. Et ils se sont dit, l'IA va me remplacer, parce qu'ils entendaient ce que tout le monde disait. Et tout le monde disait, l'IA va créer, l'IA va créer, l'IA ne crée rien. Donc du coup, on leur a donné les outils. Et ils se sont aperçus qu'ils devenaient plus créatifs avec cet outil. Parce qu'ils faisaient des trucs de débiles mentaux, tu vois. Donc ils généraient des machins. Mais ça leur donnait des idées. Ça leur redonnait des trucs. Et donc du coup, ils ont utilisé l'outil. Ils se sont accaparés l'outil. Et ils sont devenus donc meilleurs avec ce machin-là. Et ils ont dit, bah tu vois, finalement, c'est exactement ce qui s'est passé il y a 35 ans avec Photoshop. C'est la même chose, en fait. C'est-à-dire avant Photoshop, j'étais avec mon petit crayon et mon papier, puis je faisais des trucs comme ça. Et puis Photoshop s'est mis à faire des ronds plus ronds. Un rond, je savais faire des ronds. Mais là, c'était facile à faire des ronds avec Photoshop. Bah là, avec l'IA, c'est un peu pareil. C'est encore plus facile de faire des trucs, on va dire, de base, mais qui vont me permettre d'être plus rapide pour faire des trucs et pour extraire la moelle de ce que j'ai, moi, dans le cerveau et qui est ma vraie créativité. Et ça, les challenges. Parce que ça challenge, oui. On ne perd pas de connaissances, on a toujours besoin de ces compétences de base. Par contre, si tu n'utilises pas l'outil, donc ceux qui n'ont pas utilisé Photoshop dans les années, il y a 35 ans, d'accord, aujourd'hui, ils ne sont plus designers, d'accord. Là, aujourd'hui, pareil, ceux qui ne vont pas utiliser l'outil, ils risquent d'être un peu sur le côté. Donc, il ne faut pas cracher sur l'outil. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser 24 heures sur 24. Ça veut juste dire que cet outil, il faut apprendre à le connaître, à le comprendre, et puis des fois, donc l'utiliser à bon escient, qui est donc pour stimuler ma créativité. Du prisme, vous vivez dans la Silicon Valley. Qu'est-ce que vous voyez d'intéressant aujourd'hui, justement, en termes d'IA, en termes de recherche, parce que voilà, vous êtes un chercheur, et en termes d'entrepreneuriat, là, des champs que vous voyez aujourd'hui qui vous apparaissent pertinents? Ouais, alors bon, l'IA qu'on voit dans la Silicon Valley, c'est beaucoup ces grosses IA dans ces 3 dernières années. Enfin, ça a commencé vraiment en 2018, où on a commencé à voir arriver ces énormes IA qui prennent énormément d'énergie, qui prennent énormément de données, et qui sont celles qui sont la vitrine en quelque sorte. Et il y a une certaine course vers le gigantisme, d'accord, vers ce qu'ils appellent les GI, donc Artificial General Intelligence, qui est une course folle et ridicule en fait. Mais on se rend compte, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vallée, que petit à petit, on commence à redescendre sur Terre et on crée des IA qui sont des IA beaucoup plus spécifiques. Et on a commencé à appeler ça les IA agentiques. Donc c'est des agents qui sont dans des domaines particuliers très forts et qui permettent d'avoir des très bons résultats, des très bonnes pertinences. Parce que le problème des grosses IA, c'est qu'elles ont les pertinences sont faibles en fait. Elles disent beaucoup de bêtises. Ça utilise beaucoup d'énergie. Ça utilise beaucoup d'énergie et puis ça dit des bêtises. Donc c'est pas très bien. Donc on parle souvent de la bulle de l'IA. D'accord, on dit que la bulle va exploser. Ça va être une bulle financière, une bulle de spéculation. Et effectivement, les grosses IA, certainement, qui sont valorisées à ces milliards, vont certainement à un moment donné disparaître ou être fatiguées. D'accord, donc ça va descendre. Par contre, tous ceux qui sont les héritiers de ces IA, donc les IA qui sont qui sont moins génériques et qui sont spécifiques, ces agents donc, dont on parle, ça va marcher. Et ça va être intéressant. Et ça, on voit aujourd'hui qu'on commence à orchestrer ces agents pour pouvoir faire des tâches qui sont des tâches peut-être un peu plus autonomes, où il y a toujours des humains qui interviennent quelque part pour faire l'orchestration. Mais
on commence à voir que ces IA-là, et dans la vallée en particulier, mais ici en France aussi, avec des compagnies comme Mistral par exemple, où on voit qu'ils se spécialisent aussi de plus en plus dans des domaines particuliers parce qu'ils vont voir les entreprises pour les aider dans leur domaine particulier. Bah, c'est ça le futur de l'IA, c'est ce qui se passe dans la vallée de plus en plus. Il y a toujours la course des gros. Bon, eux, ils font la course, mais bon, on ne sait pas pour combien de temps. Mais il y a surtout maintenant les petits qui commencent à se développer. Et en France, on a une opportunité, en France, en Europe, on a une opportunité justement de développer ces petites IA-là, parce qu'on est très fort en mathématiques, on est très fort en IA en général, et donc on va pouvoir faire ces IA qui vont être donc spécifiques et qui vont aller résoudre des problèmes dans des domaines particuliers. Et c'est notre chance. Et ce qu'on voit d'ailleurs ici, on en voit plein qui font c'est ça, qui sont bien pour le domaine juridique, pour le domaine blablabla, etc., etc. Vous avez travaillé à Grenoble sur des projets? Vous avez fait des choses durant votre carrière? À Grenoble même, oui, enfin en partenariat. Mais j'ai travaillé avec ST, ST Micro qui sont présents. Qui sont ici évidemment, parce que je dirigeais un truc qui s'appelle la Software République chez Renault, et on avait ST dans les grosses boîtes avec qui on travaillait. Donc j'ai travaillé aussi un peu avec le CEA. Là-bas dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de représentants du CEA qui sont partout, qui sont là-bas, et donc et au niveau même du consulat, il y a des gens qui sont très impliqués dans le consulat qui viennent du CEA. Donc on a aussi regardé et essayé de faire des choses ensemble. Donc l'écosystème d'Asson grenoblois de la région est extraordinaire. Votre passion, c'est aussi, alors on peut appeler ça une passion, mais de transmettre, d'apprendre aux jeunes. Vous disiez tout à l'heure sur scène à des petits, c'est-à-dire en maternelle aussi? Vous intervenez sur des primaires, pas en CP maternelle, mais par contre au primaire, oui, j'interviens. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous faites avec ces jeunes? Je me souviens là, à l'audition effectivement parlementaire, vous parliez de Victor Hugo, la biographie de Victor Hugo. C'est plus pour les profs. C'est-à-dire qu'il faut que les profs, ils n'aient pas peur de l'IA. Donc il faut leur expliquer ce que c'est, il faut leur expliquer comment ça marche pas. Donc il y a plein de petits exercices qu'on peut faire pour montrer comment utiliser l'IA correctement à l'école, parce que de toute façon, les élèves vont l'utiliser. Donc je fais des petites sessions comme ça. Pour les élèves, je leur dis juste, encore une fois, que ce soit au primaire, au secondaire ou même dans les écoles et les universités, j'explique ce que c'est et que vraiment il ne faut pas se détacher de l'outil, mais il faut le prendre avec les grains de sel qui vont bien. C'est-à-dire qu'il faut garder son esprit critique, il faut aller chercher des fois plusieurs sources, ce que fait un bon journaliste normalement. Il va aller faire quelque chose et puis il va douter et il va aller regarder ailleurs pour voir si ce qu'on lui a raconté c'est vrai. Donc on doit tous être des bons journalistes. Quand l'IA va nous raconter quelque chose, allons voir peut-être une autre IA, ou allons voir peut-être des choses incroyables comme des livres, les machins avec les pages là qu'on a oubliés. Donc allons chercher d'autres sources, allons confronter ça, doutons sur ce que nous racontent les IA, et ça fait pas de mal. Et en plus de ça, donc ce que je leur dis, en fonction du niveau auquel je parle, si vous voulez faire de l'IA, ça ne s'apprend pas l'IA, c'est pas l'IA qu'on apprend. Ce qu'on apprend, c'est les mathématiques. Mais il n'y a pas que les mathématiques, en fait. Ce qui est bon et ce qui est bien dans notre culture française et dans notre éducation française en particulier, c'est la multidisciplinarité. D'accord ? Le fait qu'on soit polytechnique. On est polytechnique parce qu'on est depuis le début de nos études, on fait plein de trucs. Alors des fois, on se plaint qu'on fait trop de trucs. On fait des humanités, on fait aussi de la sciences dures. On fait de l'histoire, on fait de la philo, on fait des maths, on fait de tout. Et ça nous permet, quand on commence à utiliser des IA ou à créer des IA, si on rentre dans le domaine de l'IA, de relativiser un tout petit peu, d'avoir une certaine philosophie et de se dire, bon, ça va bien se passer. Si on connaît l'histoire, on sait que ça fait longtemps qu'on en fait. D'accord, donc on se retourne, on regarde si toutefois on n'a pas fait déjà ça un peu avant. Donc l'histoire c'est important, la géopolitique c'est super important. Plus que jamais. Pourquoi Trump va nous couper les accès un jour parce qu'il est débile, c'est possible, d'accord. Donc il faut comprendre tout ça. Donc il ne faut pas seulement faire des mathématiques, seulement être un geek, il faut être un geek générique. Il faut être un geek générique, ça rime, et en plus on apprend, on ne cesse d'apprendre. Et c'est aussi le doute scientifique, parce que c'est aussi ça, le doute scientifique. Ouais. Merci Luc Julia, merci d'avoir été sur le plateau de Tech and Fest TV, et merci d'être aussi à Grenoble, parce que vous étiez très très attendu ici. Et puis donc votre dernier ouvrage, c'est IA générative, pas créative, aux éditions du Cherche Midi. Merci et bonne journée. Merci Jean-Luc.